aujourd'hui, je suis toujours occupé, mais beaucoup moins préoccupé. Et donc, ça donne une possibilité d'aller vers d'autres dimensions, d'autres réflexions. Mais c'est vrai que du fait que j'occupe la présidence de l'espace de la région d'éthique en santé, et qu'on est dans la loi de révision, la période de révision des lois de bioéthique en lien étroit avec le Comité national consultatif d'éthique, je suis intervenu au niveau de ce comité national récemment, à la demande de son président, pour aborder à la manière que j'ai, c'est-à-dire celle quand même d'un praticien et d'un enseignant, l'éthique des patients connectés. Il va bien falloir écrire sérieusement et respecter un certain nombre de cadrages dans la connexion des patients pour les soins, pour la prévention, et c'est pas si simple. Donc ce que je vous propose, c'est quelques réflexions, bien sûr, que je ne vais pas étayer très longuement, parce que chacune d'entre elles, derrière, doit avoir un développement. Mais avant de les aborder, sur le principe éthique, vous connaissez les 4 grands principes éthiques, c'est-à-dire que tout soignant, tout médecin, quand il approche une personne, devrait se poser 4 questions. Qu'est-ce que je fais dans ma prise de décision pour respecter le mieux possible son autonomie et sa liberté de décision, y compris dans le suivi? La deuxième question, est-ce que vraiment je suis dans le cadre d'une bienfaisance ou d'une bienfaisance aléatoire? Aléatoire, c'est-à-dire... finalement, on n'a pas démontré que ça faisait du bien. Par exemple, dans le développement des objets connectés concernant le bien-être, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas démontré formellement qu'ils apportaient un plus. C'est des gadgets, parfois, c'est intéressant pour la personne, mais... si le fait de compter le nombre de pas par jour et d'escalier, de marches d'escalier que l'on fait, tombe chez un obsessionnel, ça peut induire une pathologie obsessionnelle grave. Donc le mettre à disposition sans discernement a un effet collatéral qu'on n'a pas prévu. Tout ce qu'on fait dans la vie, dans le soin, a des effets collatéraux. Tout. Même la prévention par l'exercice, qui est remarquable, la lutte contre la sédentarité donne de l'arthrose des genoux. C'est comme ça. Une diététique, la meilleure du monde, a des effets collatéraux. Ne serait-ce que si on l'applique trop à la lettre, dans une obsessionnalité dévoyant le message initial. Donc, il faut savoir que la bienfaisance n'est pas partout, du moins, il peut y avoir aussi de la maltraitance. Et là, nous le savons à travers les retours que nous avons sur les systèmes de pancréas artificiel, de pompe à insuline, d'assistance respiratoire à domicile, qui en même temps est une téléobservance pour les apnées du sommeil. Nous avons une intrusion. Nous avons une intrusion chez les patients. Cette intrusion, on peut dire, c'est rien du tout, sauf que quand les patients nous disent l'alerte anti-hypoglycémique m'a réveillé 3 fois dans la nuit, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. C'est un système sophistiqué, mais qui a des effets pervers qui peuvent entraîner une forme de petite maltraitance dans ce cas, mais parfois beaucoup plus importante. Et puis le dernier principe, après la non-maltraitance, c'est l'équité et l'accessibilité de tous ou du plus grand nombre. Très important, l'équité. Si un système marche à Montpellier et qu'il est remboursé et qu'il ne marche pas dans des endroits où ça ne passe pas, il y a une inéquité fondamentale du soin sur
les territoires ou entre les territoires. Alors, pour aller plus loin dans cette réflexion, et avant d'y aller, de manière brève, mais de vous dire un petit peu la réflexion là-dessus, on est dans un monde où le message est difficile, parce qu'à la fois, il nous faut des hautes technologies qui assurent l'efficacité du soin, les IRM, la cardiologie interventionnelle, tout ce qui naît sous nos yeux dans le génome, CRISPR-Cas9 qui va couper les gènes, comme on coupe des rubans, les recollants. Bref, on est dans une médecine extraordinairement efficace et de plus en plus efficace et qui va l'être de plus en plus. Et en même temps, on veut rester humain. Et ce n'est pas une évidence absolue. Il faut d'abord le respect des grands principes éthiques et réfléchir à tout ce que l'on fait chaque fois qu'on s'y engage sous cette vision. Et ensuite, il faut voir les conséquences réelles de ce qu'on fait. Et en même temps, on veut décloisonner. On dit, il y en a marre de tous ces spécialistes qui s'occupent, qui sont bons pour la maladie, mais qui peuvent être mauvais pour la personne, en cloisonnant à l'extrême et en cumulant des dizaines de gélules, de comprimés, de recommandations chez des patients où tout ça, on ne sait plus trop ce que ça fait tellement il y a de comprimés, notamment chez les gens âgés en polypathologie. On veut même décloisonner le médico-social avec le vieillissement et le handicap et le sanitaire. Quand un autiste arrive aux urgences, quand une personne âgée arrive aux urgences d'un EHPAD, quand c'est pas évident. Le lien du médico-social et du sanitaire est très perfectible encore. Et il y a beaucoup de problèmes qui sont un peu plus résolus aujourd'hui. Mais une personne handicapée arrive aux urgences. Si on ne laisse pas rentrer le soignant, l'aidant, pardon, il y a un défaut de transcription des priorités de l'handicapé, qui n'est pas capable de le faire lui-même, du moins de manière intelligible et compréhensible pour les urgentistes, alors que la traduction par un aidant va donner les priorités de cette personne. Donc il a fallu aussi, au niveau des urgences, faire comprendre que la technique des urgences de tri, quand on touchait le handicap, c'était pas si simple que ça, et qu'il fallait avoir des informations particulières permettant de traduire, de décoder ce langage. Bref, le numérique dans cette histoire de décloisonnement a certainement un avenir que l'on voit très bien pour le lien, pour certains partages de documents et puis pour préparer aussi les arrivées dans des milieux différents, soit en aval pour les soins en secteur, en établissement du sanitaire, soit en amont quand il s'agit de faire rentrer les gens. Alors les maladies chroniques ont bouleversé le paysage. Ils ont bouleversé parce que d'abord, c'est considérable. C'est considérable. Je vous rappelle que la maladie chronique, à la louche, va vers les 100 milliards de coûts. Donc, c'est pas rien. Et toutes ces maladies chroniques ont les mêmes problèmes en commun. En ce qui concerne, bien sûr, la coordination des soins, parce que les malades atteints de maladies chroniques veulent trois choses. Ils veulent avoir des soins de qualité au niveau requis, c'est-à-dire s'ils sont dans l'Aveyron, dans la Lozère ou dans les hauts cantons de l'Hérault ou du Gard, ils veulent que s'ils font un prémisse d'AVC, d'accident vasculaire, ils puissent être en moins de 3 heures dans le centre qui va leur permettre de sauver le cerveau sur les signes d'alerte. Et ça, autant que les habitants de Montpellier le veulent. Ils veulent que s'il y a une alerte cardiaque, ils puissent être très vite dans un centre de cardiologie interventionnelle de la même manière. Et donc, toute cette aspiration aux soins de haut niveau qui amène la médecine efficace, qui est la première considération éthique, ce qui n'est pas scientifique, ce qui n'est pas technique
validé, n'est pas éthique. Et il n'y a pas que l'humain dans l'éthique. Il y a l'efficacité qui doit être considérée avec l'équité d'accès. Et donc ces personnes veulent ça. Elles veulent une deuxième chose, c'est qu'on ait une prise en charge globale des multiples problèmes qu'ils ont avec le vieillissement notamment. Et ils veulent aussi qu'on leur facilite la vie. Si vous avez 3 maladies chroniques, et si vous devez vraiment coordonner tout, c'est très prenant. Et surtout que les cycles de décompensation, de rentrée à l'hôpital et de sortie peuvent s'accélérer. Donc, ils veulent absolument qu'on facilite leur vie. Faciliter la vie d'un malade chronique, ça s'appelle la coordination. Enfin, ils veulent une troisième chose, c'est le souci de la personne. Ayez ce souci de la personne. Vous pouvez voir toutes les maladies chroniques, tout est pareil de ce point de vue-là. Mais les maladies chroniques s'agglutinent entre elles. Et ça, on a les données maintenant de la CNAM, ce qu'on appelle le Système national d'information partagée sur les maladies chroniques, avec des informations considérables. Tout est pas aussi précis, mais c'est des données extrêmement fiables que peu de pays ont à ce niveau, parce que le nombre de gens dans le même système est en France important vu la centralisation du système de santé. Et vous avez donc, quand vous prenez 100 diabétiques et que vous répartissez sur les 2,7 millions, vous voyez qu'il y en a 30% qui ont des anxiolytiques ou des antidépresseurs et pour lesquels il a été coché ou des problèmes psychologiques. Vous avez ensuite 30%, ce n'étonne personne, qui ont des pathologies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, coronaropathie, antécédents d'ischémie cérébrale, et j'en passe. Vous avez ensuite 12% qui ont une bronchopneumopathie chronique obstructive, et là-dedans, il n'y a pas les apnées du sommeil qui représentent 27 à 30% de la population diabétique. Ils ne sont pas tous appareillés, bien sûr, mais on connaît le coût de l'appareillage et des appareils à pression positive dans l'apnée du sommeil. Et des bronchopneumopathie obstructive, c'est 12%. Ça veut dire qu'on a déjà un mélange important. Enfin, il y en a 11 qui sont suivis pour cancer. Donc vous voyez bien que la médecine de la maladie, je m'intéresse à votre maladie, est nécessaire avec un très bon niveau d'expertise, mais n'est pas suffisante. Elle ne peut pas être suffisante vu les enjeux aujourd'hui. Et donc c'est tout un équilibre. Alors je n'insiste pas, mais la plupart des maladies chroniques ont les mêmes facteurs d'induction de la maladie chronique et d'aggravation de la maladie chronique. Pour simplifier, je vais vous dire quelque chose qui est vrai et qui donne la dimension. C'est que la plupart des maladies chroniques sont 3 à 4 fois plus nombreuses dans les quartiers dits défavorisés, aujourd'hui appelés parfois prioritaires. Dans le 9-3, il y a 4 fois plus de diabète que dans le 7e arrondissement. Mais une fois que vous avez la même maladie, le diabète, dans le 9-3 et dans le 7e arrondissement, même étiquette, même caractéristique de la maladie, j'ai envie de dire, génétique et environnementale. Eh bien, vous avez 3 à 4 fois plus de dialyse, 3 à 4 fois plus de dialyse chez la population de niveau socio-économique plus bas. Ça veut dire que c'est le milieu socio-économique qui pèse presque plus que la maladie dans le pronostic. Dans le fond, un diabète bien pris en charge avec un peu de maîtrise et avec quelqu'un qui arrive à avoir un niveau éducatif sur sa santé qui est bon, a un pronostic usuellement très bon.
Et vous allez répéter ça pour la bronchopneumopathie obstructive, vous allez répéter ça pour l'insuffisance cardiaque, vous allez répéter ça pour le cardiovasculaire et même pour les maladies neurodégénératives. Ça veut dire que le poids du socio-économique est important. Par exemple, on a des désastres parfois qui ne sont pas liés à la maladie, mais à la conduite de la maladie. Donc, enfin, il y a la vulnérabilité liée à la personnalité. C'est un des points fondamentaux. Et pour la plupart des maladies chroniques, le conditionnement alimentaire délétère, le conditionnement sédentaire et le conditionnement addictif aggravent considérablement ces maladies chroniques. Pratiquement toujours. Même dans le sida, même dans le HIV. Parce que le HIV est devenu une maladie chronique. Si la personnalité est une personnalité qui n'est pas impulsive, compulsive et je dirais intermittente, aujourd'hui le traitement de l'HIV est très simplifié. À tel point d'ailleurs que j'ai des personnes que je suis qui ont la double maladie, HIV et diabète de type 1, il me dit mon enfer c'est le diabète de type 1. L'HIV pour moi c'est plus un problème. Et le deuxième point, c'est que si on a, par exemple à l'adolescence, un rejet, une non-adhésion, c'est compliqué comme résultat parce qu'on n'arrive pas à agir sur les conditionnements. Donc la médecine qu'on appelle personnalisée se différencie en 3 éléments qui sont le travail de tout soignant devant un malade qui a une maladie chronique. C'est le profil de la maladie, et là on en arrive à des cibles de plus en plus précises de sous-groupes. Vous le voyez dans le cancer. On vient de prendre la décision de rembourser un anticorps monoclonal dans le cancer du poumon qui double l'espérance de vie. Incroyable, incroyable. Dans le mélanome métastatique, sous nos yeux, on voit les gens, quand ils ont la chance d'avoir le récepteur de la cible médicamenteuse, on transforme la maladie alors qu'ils mourraient tous. Donc, sous nos yeux, la haute spécialité de ciblage thérapeutique qui progresse de plus en plus, et on peut avoir des domaines. La polyarthrite rhumatoïde, ça devient la goutte sous nos yeux. Moi, j'ai vu disparaître la goutte. Certains croient que la goutte, c'était sous Louis XIV et Louis XVI. Il n'y a plus de gouttes parce que l'alimentation a totalement changé, parce que dès qu'il y a ceux qui avaient la goutte, on les met sous un médicament, le Xylori, il n'y a plus de goutte. Pratiquement. Elle a disparu, alors c'était une plaie la goutte. C'était une plaie. Environnement, c'était la maladie de l'environnement nutritionnel sur une génétique. Sous nos yeux, la goutte est morte. Les nouveaux médicaments de la polyarthrite, sous nos yeux, transforment la polyarthrite. Toutes ces souffrances, toutes ces déformations, tout ce qu'on a vécu, les chirurgiens qui interviennent de multiples fois sur ces mains, mais les chirurgiens de la main, ils vont devoir faire autre chose. C'est obligé. Sous nos yeux, on voit bien que la nouvelle génération ne va pas voir. Donc, la cible, on ne la discute pas. La médecine ciblée, on ne la discute pas. La haute technologie, on ne la discute pas. Ne pas l'utiliser, c'est revenir des siècles derrière. Par contre, le profil de la personne est très important pour déterminer l'indication. Et enfin, le profil de son environnement socio-éducatif, c'est ce que je vous ai indiqué. On ne traite pas pareil dans une situation de non-observance, notamment avec des médicaments dangereux. Alors, médecin, oui, la médecine doit être plus précise. Et elle va l'être. Et elle l'est de plus en plus rapide. On dit, mais c'est pour le médico-économique. Oui, sur le médico-économique, il y a des intérêts, encore que il faut le voir dans la médecine. Dans la chirurgie, c'est sûr, mais dans la médecine, de la polypathologie, tout à un jour, il faudra voir. Mais par contre, les gens veulent retourner plus vite. Comme ils zappent, comme la télé, ils changent toutes les minutes, comme avec le portable, ils regardent tout le temps, ils sont pressés.
Je dis, le patient n'est plus patient. Et ça, c'est certain, il va l'être de moins en moins. Donc, il ne va pas rester. Ensuite, plus organisé, plus standardisé, plus sécurisé, c'est une évidence, ça fait partie de la qualité des soins. Mais ce que je vous dis, c'est que ces 3 points, à la partie supérieure de cette diapositive, c'est ce que j'appelle la médecine froide. Classée, indispensable, mais pas suffisante pour soigner. Et puis, vous avez les aspects humains, plus coordonnés, facilitez-moi la vie. Plus partager avec les patients, respecter mon autonomie, essayer de m'expliquer pour que je choisisse le plus moi-même. Alors, décision partagée, c'est ce qui est visé. Aujourd'hui, décision insufflée. La pratique que j'ai de la décision partagée, c'est la décision insufflée. Parce que quand vous mettez le paquet à un malade sur le choix d'un traitement anticancéreux, il va vous dire, mais à la fin, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est pas si simple, la décision partagée. C'est très, très difficile. Et donc, elle est souvent influencée, insufflée. C'est l'étape première. Et puis, il y a, plus humaine, le souci de la personne, c'est-à-dire, regardez-moi, écoutez quand même un peu ce que je vous dis, et puis il y a un regard et une attitude qui montrent que vous avez le souci. Alors, exigence des soins, accessibilité, qualité, référence au recours, et bien tout ça c'est nécessaire. Et comment on fait le lien? Comment on fait le lien dans ces allers-retours entre les soins de proximité, les maisons de santé, dans une accélération qui va s'accentuer? C'est-à-dire que les gens voudront très vite les diagnostics et voudront très vite retourner soit dans d'autres institutions, soit à la maison. Alors, vous le voyez, un des gros problèmes que je ne peux pas ignorer, c'est la ségrégation de l'offre de santé avec 3... C'est des lieux communs de le dire, les centres-villes vidés, les hauts cantons désertés, les banlieues défavorisées. Et voilà, après, les solutions, on les connaît, elles ont été appliquées dans certains pays. Ici, on essaie d'avoir une incitation. C'est compliqué, à mon avis, on n'a pas tout mis le poids sur la réelle incitation qui aurait pu être plus importante encore, mais c'est un autre débat. Alors donc, vous avez un cycle, c'est que le malade, il passe par tout ça quand il a une maladie chronique. Il est à proximité, il a toutes les personnes des soins de proximité, ou en tous les cas des soins premiers, puis des soins de spécialistes de ville, puis il a un recours dans une période de crise ou de mise au point, puis il peut partir sur les soins de suite ou le médico-social, EHPAD, puis il aimerait avoir des structures d'appui efficaces, et il y en a un certain nombre. C'est complexe, il faut connaître l'alphabet de tout ça, mais il y en a. Et donc, il faut coordonner. Le lien numérique, là, à sa place. Alors, le danger, c'est que la liaison numérique soit générique. C'est-à-dire que finalement, elle n'est pas la souplesse pour répondre aux besoins spécifiques de tel ou tel aspect de la maladie ou de son cycle. Donc, ben oui, le numérique peut avoir un appui, apporter un appui. Alors, est-ce que ce numérique favorise l'accès aux soins ou peut le défavoriser? C'est une vraie question. Il peut le favoriser fortement à la condition que si on a besoin de présentiel derrière, il y ait du présentiel. C'est-à-dire que les équipes de santé puissent intervenir en temps requis, ou sinon, c'est pas possible. Donc ça ne résout pas tout, le numérique. Il faut derrière des équipes qui puissent intervenir, où il y a le lien, où il y a de la réactivité. Est-ce que ça peut accentuer les inégalités de soins? Oui, ça peut les accentuer si on fait un numérique de repli, un numérique de cloisonnement, un numérique pour certaines principautés qui tournent bien, un numérique qui a une fracture sociale.
Par exemple, au SAMU de Paris, social de Paris, ils m'avaient fait venir parce qu'ils ont beaucoup de diabétiques dans les SDF. Et bon, ils ont un portable. Ils ne mangent pas, mais ils ont un portable. Ils boivent de la bière, comme vous savez, ou autre chose, mais ils ont toujours un portable. Donc ils les repèrent, ils savent où ils sont. Ils peuvent les repérer dans période de froid, s'en occuper, parce qu'ils bougent beaucoup, c'est très difficile. Mais ils sont prêts à utiliser des aspects numériques pour leur dire si j'ai une plaie au pied, où je vais. Si j'ai des vomissements, qu'est-ce que je fais? Si j'ai un besoin de couverture, où je m'adresse. Leur problème, c'est que, je sais pas, ils sont complètement absents des priorités de santé. Et bien, même là, un numérique bien fait pourrait parfaitement les aider, à la condition que ce soit très simple. Donc, il faut faire attention à la fracture numérique. Alors, le médecin va être transformé, c'est sûr. Ça ne plaît pas à Patrice Taourel, le président de la CME du CHU, quand je dis ça, mais les radiologues vont disparaître. Ils vont disparaître. Le radiologue tel qu'on l'a connu, le biologiste tel qu'on l'a connu a disparu. C'est des grandes usines qui se mettent en place, d'automatisme de la biologie libérale notamment, et derrière des techniciens de qualité. Donc la biologie, d'ailleurs j'en ai une preuve, hein, le doyen vous l'aurez dit, 230 dans une promotion de médecine, un biologiste médical, 1 an sur 2 ou sur 3. Il veut faire de la recherche. Donc pour les médecins, c'est fini. Alors qu'il y en avait pas mal. Les radiologues, la modélisation mathématique telle qu'elle nous est présentée à l'Institut de France, à l'Académie des sciences ou de médecine, il n'y a pas photo. On sait que c'est là. La lecture automatique de l'IRM sera beaucoup plus performant que la lecture par les radiologues. Donc, une lecture automatisée à distance de l'IRM transmise avec une interprétation magnifique, mais c'est déjà là. C'est déjà là. Donc le radiologue, s'il ne fait pas attention de décoder pour son patient, de l'interroger pour pouvoir corriger les erreurs d'algorithme de la machine, ça existe et ça existera probablement toujours. D'annoncer comment il annonce, accompagne, corrige. Vous avez un exemple typique qui se passe dans beaucoup d'IRM aujourd'hui, de services de radiologie, c'est que vous avez quelqu'un qui rentre, qui a un examen pendant 20 minutes, qui se fait du souci, qui entend boum boum, et on lui dit on prolonge l'examen, il se dit oh là là, ils ont trouvé un truc, il sort de l'examen un peu hyperventilant au bout d'une demi-heure, 40 minutes, et on lui dit rhabillez-vous, on écrira à votre médecin. C'est l'inhumanité totale. C'est pas l'IRM qui est inhumaine, c'est la personne qui s'en sert. Et on va voir ça pour tout. J'ai l'expérience des systèmes les plus sophistiqués de pompes à insuline, de capteurs chez les diabétiques. Ça ne nous a pas éloignés des diabétiques de type 1, ça nous a rapprochés. Parce qu'on leur a tellement transmis de choses qu'à la fin, on ne sait plus qui est le médecin et qui est le soignant. Donc, la machine, le numérique, peut rapprocher, pour peu qu'on prévoit les dérives possibles. Et oui, on va vers une médecine interprofessionnelle d'ingénieurs, de biotechniciens, de bioinformaticiens. Un dernier mot, le génome, la médecine prédictive. On vous fait un examen génétique pour savoir si vous avez le gène BRCA du cancer de l'ovaire et cancer du sein. Bon. Et dans ce cadre-là, on tombe sur un gène qui dit que vous allez avoir une ou deux autres maladies avec un risque à l'âge que vous avez de 30%. Vous en faites quoi de ça? Vous faites quoi dans votre vie de ça? La médecine prédictive est terrifiante parce qu'elle pense que l'homme n'est que gène dans le génome. Or,
beaucoup disent, heureusement, 98% des gènes du cerveau humain sont identiques exactement aux gènes du cerveau de la souris. 98%. Et avec les mêmes séquences d'ADN. Alors il faut bien que l'homme ait évolué à partir de gènes identiques, et on connaît maintenant l'influence considérable de l'épigénétique. Je vous signale que parmi l'épigénétique, il y a l'éducation, il y a l'environnement. L'homme n'est pas que gène. Et donc, le génome, et puis dire, vous aurez une maladie de Huntington à 65 ans. Et on fait naître cet enfant, on ne le fait pas naître. On en fait des choses dans les 65 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis tout ça parce que la médecine telle qu'elle évolue est terrible si on ne prévoit pas, si on n'éduque pas les soignants et la population. Ça change les organisations, ça change le discours, ça change les formations. Et pour terminer, 3 diapos un peu lourdes mais importantes que je vous transmettrai, que vous pouvez garder si vous le souhaitez. C'est sûr que la téléconnexion des patients va amener beaucoup, notamment dans la prévention, le diagnostic et le soin, ne serait-ce que les algorithmes décisionnels de diagnostic qui vont soulager le médecin, à condition qu'on sache où il est, ou quel est cet algorithme et quels sont ses défauts, ce qui n'est pas toujours le cas. Accroître la sécurité, parce qu'on devrait avoir une réactivité et un accès aux recours spécialisés. Réduire l'isolement des patients, alors ça c'est évident. Tous ceux qui en bénéficient déjà disent sur le plan de l'isolement, c'est un bénéfice que d'être en lien avec les équipes. Renforcer la fréquence des liens soignants-soignés et notamment, ça se développe par certaines équipes, l'éducation numérique des malades atteints de maladies chroniques à partir de chez eux, dans des séances, à des moments où, plutôt que de venir à Montpellier ou dans les centres spécialisés, ils restent chez eux, tel jour, telle heure, ils ont une équipe qui répond à leurs questions, qui leur apporte des informations supplémentaires. Favoriser le maintien à domicile et éviter les hospitalisations. Évidemment, il y a déjà quelques démonstrations de ça. Les risques. Les risques, il faut vraiment se poser les questions avant d'aller vers la télémédecine ou la télésurveillance, assistance, observance. Premièrement, est-ce qu'on offre toujours une écoute aux patients pour répondre à ses attentes prioritaires? Il n'y a pas que la maladie dans la vie de ces patients. Il y en a qui font de la musique, il y en a qui vont au théâtre, il y en a qui ne veulent pas être ennuyés avec à telle heure, tel jour, tout le temps, la priorité aux équipes de soins. Recueillir le consentement libre et éclairé est fondamental. Ça, c'est un respect de l'autonomie. On ne peut pas se lancer dans du numérique sans ça. Avoir le souci de la liberté de choix des patients, d'initier, d'accord, on vient de l'évoquer, mais d'arrêter ou pas les techniques de télémédecine, et notamment de télésurveillance et assistance. Parce que certains ne le tolèrent pas. Ils se sentent mouchardés, ils ne supportent pas. Et donc, il faut admettre cette liberté majeure de l'homme. Garantir une décision vraiment partagée, révocable en fonction d'une évaluation régulière. Donc, vous voyez, décision partagée, évaluation régulière, et là, le partage d'expérience avec les patients renforce ce que disent les patients. Donc, il faut vraiment avoir des réunions de partage d'expérience quand on met en place ces systèmes. Éviter les intrusions inutiles, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent, on va mettre le système pour les alertes d'hypoglycémie, et puis ils vont dire, tiens, ça serait bien qu'on sache un peu plus combien il fait de ceci, de cela. Mais à la fin, pourquoi pas savoir où il est, ça doit s'arrêter, ça doit être précis, une télésurveillance. Alors encore, pour prévenir les risques, la qualité de l'éducation thérapeutique est très importante et d'en discuter avec les patients, parce que les systèmes, on ne peut pas les faire, mais vous le savez, tout seul. Et puis,
la relation humaine doit pouvoir faire appel à du présentiel de temps à autre. Si on construit un système purement de télémédecine, et puis derrière, il n'y a jamais le présentiel avec l'équipe qui suit, ou pratiquement jamais, il y a quand même un très gros problème de risque de déviance dans ce qui est dématérialisé, dépersonnalisé. Il faut éviter la fracture numérique, je vous l'ai dit, notamment avec les plus précaires. Donc, dans une région comme la nôtre, où les taux de chômage, de précarité, de solitude, chez la femme notamment, qui est très très touchée par les séparations familiales, par l'éloignement des enfants et par le fait que dans cette région, on a beaucoup de retraités et de femmes qui arrivent et qui sont seules avec des seuils de revenus très bas. Et donc, la solitude est un élément important à considérer dans une vulnérabilité particulière. Et là, il ne faut pas des systèmes informatiques complexes. Là, il faut répondre à leurs besoins. Garantir la confidentialité des données collectées, ben, évidemment. Hein. Aujourd'hui, tout ce qu'on capte sur données de l'assistance respiratoire en apnée du sommeil part en Australie. Il y a 2 producteurs d'appareils, un américain, un australien, et ils ont toutes les données de tous les Français, et ils sont nombreux, des centaines de milliers, qui sont sous appareil. Et vous savez très bien que quand vous partez dans une île ou un endroit un peu particulier, et que vous demandez le billet d'avion, vous arrive dans les 15 jours, tout sur les hôtels, tout sur les plages, tout sur les... Ça a été collecté, trié, utilisé pour autre chose. Et donc les big data, c'est-à-dire ces données massives qui sont collectées et traitées par l'intelligence artificielle, pas traitées par les hommes, traitées par l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de terrible. De terrible et attention, préciser les responsabilités respectives. Qui est responsable? Le médecin traitant, le médecin du centre qui a équipé, le prestataire. C'est très difficile aujourd'hui et les juristes, évidemment, connaissent bien ça. C'est sans cesse évolutif. Je terminerai en disant ces principes de l'éthique doivent être à la base de toute évolution et de mise en place sur le terrain des outils connectés. Décision partagée, autonomie, éducation thérapeutique, non-malfaisance, qualité des informations. Évidemment, Internet donne des opinions forgées. 80% des adolescents pensent que la vérité est sur Internet et pas chez les médecins. Donc, les opinions forgées s'accentuent. Et la démocratie sanitaire est consubstantielle de la remise en question des professionnels de santé. Consubstantielle. Plus le niveau d'éducation générale par Internet monte, avec de la désinformation parfois ou souvent dans certains domaines, plus il y a eu doute des professionnels de santé. C'est inarrêtable. Donc, que fait le professionnel de santé puisqu'il sait qu'il y a le doute? Ah, on est loin du début de mon exercice professionnel, où il n'y avait pas de doute. Non-malfaisance, je l'ai dit. Bien-traitance. Bien-traitance, c'est aussi la couverture des territoires. Justice, accessibilité. Voilà, j'ai été un peu long, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, de cette intervention et de ce retour à l'éthique et à tout ce que cela peut engendrer, d'avoir des objets connectés. On avait commencé à en entendre parler ce matin et puis on avait commencé à échanger. Qu'en est-il de ce que l'on peut appeler le diagnostic à distance? C'est une vague qui est en train de monter, enfin selon vous. Donc certains de vos collègues sur n'importe quel point de la planète maintenant peuvent s'associer, créer des cabinets virtuels, donner leur diagnostic à distance, on peut les interroger, on peut même payer une demande d'examen à distance.
Rien ne peut empêcher cela a priori. Que pensez-vous de tout cela et est-ce que ça a un avenir? Oui, sur quel secteur? Maintenant qu'on sait qu'il ne va plus y avoir de radiologues, donc où est-ce qu'on peut... Enfin voilà, c'était... Non, je pense que les métiers vont profondément changer, mais au-delà, oui, ça a un avenir. Mais il y a des effets collatéraux et des risques. Toute décision de la médecine a un effet collatéral et un risque. Donc il y en a. Il y en a deux que l'on peut poindre, et même plus, mais deux que je souligne là. Le premier, c'est que les utilisateurs du diagnostic à distance peuvent ne pas du tout connaître l'intérieur de la machine, les algorithmes qui sont à l'origine de la prise de décision. C'est très important, parce que si tous les ingénieurs le disent, qui sont dans ces systèmes, de toutes les grandes boîtes qui font naître les systèmes de prise de décision par algorithme, la manière dont est posée la question fait que tout l'algorithme est traité autour de cette manière. Donc si la manière de poser la question n'a pas été très approfondie, très étudiée, très expérimentée, très évaluée, vous vous trouvez avec des boîtes noires, on vous dit c'est un très bon algorithme de prise de décision. Oui, mais il est orienté. Il est orienté par ceux qui l'ont fait à partir de questions qu'on leur a posées. Donc, un des problèmes éthiques majeurs, c'est on ne peut pas connaître toutes les boîtes noires, mais il va falloir se méfier de qui fait la boîte noire de prise de décision. Imaginez que, on ne va pas être paranoïaque, mais enfin, un big énorme de la pharmacie soit derrière des prises de décision sur algorithmes, vous allez décider sur des algorithmes induits où d'un coup vous aurez des millions de gens qui vont se retrouver avec des produits parce que l'algorithme sera un petit peu déviant dans la prise de décision. Il y a des risques. Il ne faut pas voir le mal partout, mais il y a des risques. Et donc ça c'est un souci réel. L'algorithme ne veut pas dire qualité. Ça peut être très différent selon les algorithmes. Ceci dit, je pense que les algorithmes de décision vont aider à la prise de décision, mais il faudra le contrôle du pilote. Le pilote, c'est le médecin, c'est le soignant qui va dire « Attendez, il y a un truc qui ne va pas, le malade se plaint, il faut l'écouter, il faut corriger, il faut regarder. » Et évidemment, voilà, on dit que les avions un jour n'auront pas du tout de pilote, mais on verra d'abord. Et puis, il faut quelques contrôles quand même. Sur la médecine, en tous les cas, c'est très complexe de ce point de vue. Je crois que tous les systèmes vont aider à augmenter le médecin. On dit toujours l'homme augmenté, on va augmenter le médecin, à la condition qu'il soit formé, critique et attentif. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En tout cas, merci beaucoup encore de votre intervention et de ce rappel aux bases de l'éthique via les systèmes d'information en santé. Merci beaucoup, professeur.